De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, dans les locaux de TV5 Monde, pour la 22e ville du 10e anniversaire, 23 heures de direct et tout se passe merveilleusement bien. Bien évidemment, vous pouvez nous suivre et intervenir, et surtout intervenir sur Twitter, hashtag 24hchrono TV, et nous arrivons à Los Angeles. Et j'accueille sur ce plateau, donc, Ariel Wedling. Bonsoir. Bonsoir. Cynthia Ajar. Bonsoir. Bonsoir. Nicolas Libert. Bonsoir. Et Philippe Miro, que nos habitués connaissent parfaitement bien. Et normalement, j'ai avec nous Christophe Lemoine, consul général de France à Los Angeles. Monsieur le consul, bonsoir. Bonjour. Bonjour. Oui, excusez-moi. Bien, monsieur le consul, présence française à Los Angeles, historique, et puis surtout, comment ça se passe, et un peu donnez-nous un peu votre impression. Alors, la communauté française à Los Angeles est un peu à l'image de la ville. C'est, comme vous le savez, c'est une agglomération d'environ 18 millions d'habitants. Et donc, on a une présence française qui est assez forte. On estime aujourd'hui environ 50 000 le nombre de Français qui habitent dans l'agglomération de Los Angeles. C'est un nombre qui est en forte croissance. Les Français étant attirés par cette ville dynamique où il est possible de réaliser beaucoup de projets. C'est une communauté qui est globalement jeune et qui vient dans le sud de la Californie, essentiellement pour saisir des opportunités professionnelles et pour entreprendre. La communauté française, si on essaie de dégager un peu une tendance sur les dernières décennies, s'est beaucoup accru lors de ces dernières années, et cela est lié notamment au renouveau qu'a connu la ville depuis une décennie. Los Angeles, c'est une ville qui n'a pas toujours eu bonne réputation. C'est maintenant une ville qui attire énormément, et en premier lieu les Français. Ce qui fait que nous avons une communauté française qui est vraiment croissante, avec des taux d'environ des 5 à 10% d'augmentation de manière annuelle. Merci, monsieur le consul. Vous intervenez quand vous le voulez, et on vous reprend à ce moment-là. J'en profite pour vous transmettre, bien évidemment, le bonjour de mes invités que vous connaissez pour la plupart. Alors, absolument. Et je les salue aussi. Alors, c'est 50 000, mais du coup, c'est grand et c'est petit. Tout le monde se connaît, comme bien évidemment, comme dans de nombreuses villes dans le monde. Alors, on va faire une petite page de pub et on revient sur le plateau juste après. De retour sur le plateau des 24 heures chrono pour Los Angeles. Alors, justement, on parlait un peu des différences et on parle aussi des États-Unis, mais Ariel, vous avez fait un peu 2 ou 3 passages. Alors, vous êtes avocat spécialiste, avocat d'affaires. Je suis avocat d'affaires au sein d'un cabinet qui s'appelle Mitchell Silverberg & Knapp, qui est un des plus vieux cabinets de la ville puisqu'il a été créé en 1908. Et je suis spécialiste de droit des sociétés, propriété intellectuelle, immigration. Il se passe pas une semaine sans que j'ai une demande d'un Français qui veut immigrer aux États-Unis. Et justement, Los Angeles, alors vous, dans les 15 années, vous avez fait un petit passage dans d'autres villes. Et pourquoi être revenu à Los Angeles alors ? Parce que moi, je suis tombé amoureux de Los Angeles quand j'y suis arrivé la première fois, en 1998, il me semble. On cite plus les dates au bout d'un moment. Et c'est une ville qui est, pour moi, la meilleure ville des États-Unis. Je travaille beaucoup à New York aussi, où j'ai un bureau, mais... Qu'est-ce que vous aimez à Los Angeles ? J'aime le climat, j'aime la nature qu'il y a aux alentours de Los Angeles. C'est une ville où on peut se retrouver à la plage et 2 heures après, si on veut, on peut être au ski. Et de temps en temps, on va au boulot. Ça arrive. Alors justement, on va aller interviewer Marie-Carole Delacroze, qui est membre de la FE-UFE, sur la qualité de vie à LA. Los Angeles est une ville fabuleuse. Nous habitons à 20 minutes de l'océan.
Il faut aimer conduire. Les distances sont assez longues. La circulation est aussi assez effarante. Il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de centre ou de village. Donc on ne peut pas vraiment se déplacer d'une partie de la ville à une autre à pied, par exemple, comme on le ferait à Paris. Merci Marie-Carole. Alors justement, Cynthia, vous êtes présidente de l'UFE, je voulais pas faire de bêtises, de l'UFE, donc vous êtes installée à Los Angeles depuis 15 ans. Depuis 22 ans. 22 ans, 22 ans. Voilà. Et pourquoi Los Angeles ? Pourquoi Los Angeles ? Tout simplement, j'ai suivi mon mari. Donc, j'ai 3 enfants et donc je suis présidente de l'Union des Français de l'étranger. Alors, expliquez-nous un peu l'Union des Français de l'étranger. C'est une organisation, je dirais, la plus vieille organisation d'utilité publique reconnue par l'État, qui est présidée mondialement par Gérard Pélisson. Et donc, qui assiste les Français, mais aussi les institutions françaises et les associations francophones à Los Angeles. Nous travaillons donc en collaboration avec le Consulat général de France, mais aussi nos sénateurs des Français de l'étranger et notre député, qui n'est autre que l'ancien ministre Frédéric Lefebvre, qui est donc député des Français de l'étranger de la première circonscription des États-Unis et du Canada. Et concrètement, l'UFE, vous pouvez nous accompagner les Français de l'étranger sur quel sujet, par exemple ? Tous les sujets, en fait. Nous sommes là pour les assister et pour les guider. Sur la partie quotidienne, Exactement, les assister au quotidien, de manière à ce que leur expatriation se passe au mieux. Alors, Nicolas, vous êtes nouvellement à Los Angeles, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, exactement. Et vous êtes fondateur d'un concept store. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors c'est un concept store qu'on a voulu, je dirais, un peu particulier. Il s'appelle Please Do Not Enter, ce qui est aussi un trait d'humour qu'on a l'habitude de présenter comme un humour à la française. On présente tout simplement ce que l'on aime. On appelle ça un curated store, c'est-à-dire que l'idée est de piquer à droite, à travers le monde, tout ce qui pour nous semble être un peu l'excellence en matière d'art, de mode, de design, mais aussi d'accessoires et de livres. Donc une sorte d'art de vivre, qui est un art de vivre à la française, mais qui s'appuie, qui se construit sur une sélection qui, elle, est internationale. Et vous êtes un entrepreneur multirécidiviste. Et je sais pas international. Je sais pas si c'est un virus, en tout cas, effectivement, c'est une chose que j'aime. J'ai 3 sociétés en France. J'ai créé cette 4e société ici à Los Angeles. Et je crois, comme la plupart des gens de ce plateau, c'est une histoire d'amour au départ, mais une histoire d'amour qui peut être chaotique. Et en l'occurrence, en ce qui me concerne, j'y suis allé pour la première fois il y a à peu près une 20aine d'années. Et c'est une ville que j'ai farouchement détestée. En tout cas, que j'ai vraiment pas compris. Et il faut savoir que c'est une ville qui nécessite des clés. C'est une ville qu'il est sans doute préférable de découvrir avec des gens qui vont pouvoir vous accompagner, vous l'expliquer, parce que c'est une ville qui est assez paradoxale, qui est faite d'abord d'une vraie richesse et d'une vraie diversité, mais qui est aussi une ville assez difficile à appréhender, parce qu'elle est excessivement étendue, parce qu'elle est multiculturelle, parce qu'elle est aussi faite de plein de particularités et parfois de paradoxes. Justement, on va quand même aborder la notion de coût de vie et on reviendra sur le plateau. Donc, on va aborder la notion de coût de vie avec une petite intervention de Smart Expatriation. Si vous vous déplacez de Paris à Los Angeles, vous aurez une augmentation du coût de la vie sur place de 18%. Vous serez surpris par le coût du logement qui sera très élevé. Comptez environ 2 700 € par mois pour un 2 pièces. Sachez aussi que la fiscalité est plus lourde qu'en France et les cotisations sociales nettement inférieures. Au final, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 € bruts à Paris, il vous faudra 84 300 € bruts à Los Angeles pour maintenir le même niveau de vie. Une réaction, Nicolas. Je vous vois dubitatif face à ces chiffres. Non, les chiffres ont le mérite d'être
simple, positionner un référentiel. mais aussi très réducteur. C'est-à-dire que c'est difficile ne serait-ce que de capter une réalité aussi diverse que celle de Los Angeles à travers 4 chiffres. C'est même erroné parce que on sait bien que vivre à Downtown, vivre à Beverly Hills, vivre à Venice Beach, ça n'est vraiment pas ni le même mode de vie, ni probablement les mêmes coûts, les mêmes conditions. La même vie, tout simplement. Et exactement. Et chacun verra sa vérité. Il est vrai que il y a des vrais écarts. C'est-à-dire que effectivement, les Alors justement, Philippe Miro qui est sur le plateau avec nous. Donc Philippe, vous êtes spécialiste de la relocation pour accompagner justement les Français qui veulent s'installer dans le monde et particulièrement à Los Angeles. Correction, un apport et justement sur les différents quartiers, comment vous voyez la ville? Non, mais on a bien décrit le fait que compte tenu de la taille de Los Angeles, on peut effectivement trouver de tout au niveau des loyers. Ça reste quand même une destination relativement chère, il faut pas se le cacher, avec des grandes variations en fonction de l'endroit où vous allez vouloir habiter. On parlait tout à l'heure de Downtown, qui est quand même un endroit où c'est relativement cher, de tout ce qui concerne l'Ouest, et puis quand on se rapproche de la côte en règle générale, on a des prix qui augmentent aussi. On a des loyers pour un appartement de 3 pièces qui vont s'échelonner entre $2 000 et $6 000 en fonction de l'endroit où on va se trouver. Si on est à une heure de route de downtown en remontant plus vers le nord, on va avoir des prix qui vont être un peu plus faibles que si on va vers Santa Monica ou effectivement downtown. Donc il faut pondérer tout ça. Oui. Mais alors on parle d'appartements, ce qui est très important, mais la différence par exemple entre la France et Los Angeles, c'est que la plupart des gens à Los Angeles vont vouloir vivre en maison. Donc, et là, il y a du coup un décalage. Encore plus élevé. Alors, on va partir un peu sur la partie, justement, vie au quotidien. Alors, je vais me tourner vers les parents, non pas, mais chacun, vous avez des enfants scolarisés. Alors, vos enfants, Cynthia, sont scolarisés au lycée français. Tout à fait. J'ai 3 enfants qui sont scolarisés au lycée français de Los Angeles. Donc, je suis la présidente du comité des parents de cette école, qui est une école privée indépendante créée il y a 50 ans par un couple de professeurs, à l'époque où, en Californie, on interdisait l'enseignement en langue étrangère. Donc, ce couple a fait changer les lois et cela a ouvert la porte à d'autres écoles qui ont pu donc enseigner différemment. Voilà, exactement. Et donc, un beau lycée. C'est un très beau lycée. Très beau lycée, ça se passe très très bien. 5 campus. Tout se passe très très bien. Niveau sécurité, top. Les enfants sont très bien élevés, en uniforme. Donc, que voulez-vous que je vous dise de plus? Alors, Ariel, vous, un autre choix, un autre quartier, un autre choix? C'est pas vraiment lié au quartier, mais mes enfants sont dans une école privée américaine. Ils sont dans un système complètement américain. On parle français à la maison, mais eux parlent anglais entre eux. Et très très bonne école aussi, très sécurisée. Des super professeurs. Le seul problème moi que j'ai avec l'école, c'est le coût de l'école. Ça coûte une fortune d'envoyer des enfants dans une école privée aux États-Unis. Ça, faut que les gens le sachent. Moi, je paye à peu près pour. Alors, c'est un chiffre qui peut faire peur aux Français. Les 3 enfants, je paye $70 000 par an. C'est $20 000 par an. Et par enfant. Ouais. D'accord. Voilà. Alors justement, on va aller voir Cécile Young-Kubiak sur la mentalité américaine. Cécile. Ça fait maintenant 6 ans qu'on habite Los Angeles et auparavant j'avais habité un petit peu sur la côte Est et donc mes premières impressions sur le peuple américain qui date d'il y a 10 ans n'ont pas changé. C'est un peuple qui est vraiment accueillant, qui est positif. Ce sont des personnes qui sont agréables et qui ont vraiment une joie de vivre qui est rafraîchissante. C'est aussi un peuple qui a une capacité à rebondir face aux problèmes et aux soucis qui est vraiment impressionnante. La crise ici a été très très dure et maintenant on est à 5% de chômage. Voilà, c'est des personnes qui n'ont pas peur de mettre leurs problèmes et leurs soucis de côté et d'avancer malgré ça, quoi. Ariel, une réaction à l'intervention de Cécile ? Je suis assez d'accord avec son analyse de la population, du peuple américain. C'est un peuple que je trouve très courageux. Il y a des très grandes différences entre les Français et les Américains au niveau culturel. Je pense que ces différences qui sont liées beaucoup à la langue. Le français, c'est une langue où on emploie le second degré très fréquemment.
L'anglais, c'est très explicite, quoi. Il n'y a pas vraiment de... C'est pas nuancé. On n'est pas dans la nuance, mais son analyse du peuple américain, je la rejoins assez. Assez juste. Cynthia? C'est un peuple qui respecte surtout les différences. Et donc, pour les Américains, la différence, être différent, justement, c'est apporte exister. une richesse, au contraire, exactement. Et surtout, c'est un peuple qui vous encourage, qui vous fait confiance, qui surtout vous apprend à ne jamais baisser les bras. Donc, never give up, en fait, c'est leur devise, en quelque sorte. Alors Nicolas, vous qui êtes nouvellement installé à Los Angeles, peut-être vous avez une vision un peu différente des choses, et en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, comment vous avez vécu les choses? Il y a quelque chose qui constitue l'une des raisons qui motive, je dirais, un déménagement, une délocalisation comme celle-là, c'est bien évidemment le côté business-friendly des États-Unis et a fortiori de Los Angeles, où la notion de réussite économique est évidemment un des ciments de la nation, c'est quelque chose de clé, mais c'est aussi une acceptation de l'échec qui est assez fascinante. Ça veut dire qu'un échec en termes de business est absolument pas mal vu, ou en tout cas préjudiciable comme il peut l'être en France. Culturellement, la différence est énorme. Un business peut fermer en l'espace de 24 heures, de 48 heures, sans d'ailleurs que les clients aient été prévenus. Il y a un choc pour nous qui sommes pas du tout habitués. On a une forme d'inertie dans notre mode de fonctionnement économique ici en France. Là-bas, les choses sont très pragmatiques. Ça veut dire qu'ils ne cherchent pas 1001 excuses ou 1001 bonnes raisons ou mauvaises raisons. Ils vont directement à l'essentiel. Un business marche, c'est parfait et on l'encense et on l'admire. Un business ne marche pas, on le ferme et on passe à autre chose. Une réaction, Philippe? Non, mais je suis... tous les gens qui sont autour de ce plateau, toutes les formations interculturelles insistent sur ce point. Sur ce point-là. Très clairement, les Américains sont des fonceurs, ne sont pas des suiveurs, sont des gens qui sont optimistes et qui veulent faire partager cet optimisme à tous ceux qui sont autour d'eux. Je vais revenir sur un point que Nicolas a mentionné qui est très important et qui est une différence fondamentale avec la France. Je représente pas mal d'investisseurs aux États-Unis, américains, dont des rappeurs très connus, très successful, qui investissent beaucoup d'argent dans des business ventures. Et ils préfèrent investir sur des gens qui se sont plantés par une expérience précédente, parce qu'ils disent toujours, je préfère qu'il ait fait 6 heures avec ses sous à lui qui se soit planté, parce que maintenant je sais que quand je vais mettre des sous sur sa tête, il va pas se planter, il va réussir. Oui, on est dans une autre dynamique, dans une autre logique, dans un autre paradigme. On va aller interroger Delphine Martin, de chez Carl Wade Avocat, sur les visas de travail temporaires pour les transferts intragroupes, le fameux visa L1. Le visa de travail temporaire pour les transferts intragroupes des cadres dirigeants et personnels très qualifiés est le visa L1. Cette catégorie de visa se divise en 2 types, les cadres de haut niveau et les cadres dirigeants qui demanderont un visa L1A et les travailleurs spécialisés bénéficiant d'une technicité et de compétences très spécifiques qui déposeront une demande de visa L1B. Dans les 2 cas, une antériorité dans le groupe d'une année sur les 3 dernières années sera requise. Le transfert doit s'effectuer dans une filiale ou établissement du groupe. Alors, quelle est la durée de ce visa ? La durée initiale du visa est généralement de 3 ans, pouvant être renouvelée par tranche de 2 années, jusqu'à 5 ans pour un visa L1B et 7 ans pour un visa L1A. La demande de visa doit être sponsorisée par une entreprise enregistrée aux États-Unis. Le demandeur peut être placé sous contrat local. Le dossier devra préciser le profil du demandeur et sa capacité à remplir les fonctions proposées, avec ses diplômes, les certifications professionnelles, les liens entre les 2 sociétés du groupe, la fonction proposée et les conditions de rémunération. La demande est déposée auprès des services de l'immigration et de la citoyenneté américaine, le USCIS. Le délai de traitement standard est d'environ 3 à 6 mois, mais il existe une possibilité de bénéficier d'une procédure accélérée en payant des frais de procédure d'urgence. Le délai est alors amené à 2 semaines à compter du dépôt. Une fois la demande acceptée, le demandeur se présente en personne avec son autorisation auprès des services consulaires de l'ambassade des États-Unis de Paris pour déposer sa demande de visa. Une procédure a également été mise en place pour les grands groupes ayant des transferts de main-d'œuvre réguliers, permettant ensuite à chaque salarié de déposer une demande de visa L1 directement au consulat, une fois la demande globale pour le groupe validée par le USCIS. C'est la procédure qu'on appelle la L-blanket. Un petit complément, Ariel. Alors juste que le visa L, qui est un très bon visa, les regulations ont changé il y a un peu plus d'1 an. Avant, effectivement, il était émis pour une durée de 3 ans.
Maintenant, l'immigration ne le donne que pour une durée d'1 an, qui est renouvelable après 1 an, à la condition que la société, la filiale en fait américaine, établisse qu'elle est au moins entre 5 et 7 employés après 12 mois d'activité et qu'il y a un peu de rentrée d'argent et que le business va commencer à tourner. Qu'est-ce que vous conseillez aux entrepreneurs français qui voudraient partir à Los Angeles en termes de visa? Comment Ça va dépendre, il n'y a pas de conseil type, c'est vraiment au cas par cas. Parce le que conseil, c'est d'appeler son conseil. Le conseil, c'est de m'appeler. Mais c'est vraiment du cas par cas, parce qu'il y a plusieurs types de visas disponibles pour les gens qui veulent immigrer aux États-Unis. Pour les Français, il y a le visa E2 qui est le visa d'investisseur. Il y a le visa O pour les gens qui ont un talent exceptionnel. Plus l'avocat est bon, plus les clients vont avoir des talents exceptionnels. C'est un très bon visa à obtenir. Le visa, il est vraiment un très bon visa parce qu'il peut amener rapidement la green card aussi. Oui, on est quand même dans une forêt un peu juridique qui est un peu complexe et qu'on ne peut pas mener comme ça un peu à la va-vite. Le rôle de l'avocat est très important aux États-Unis. Mes clients français, parce que j'ai peut-être 40% de ma clientèle qui est française. Composé de groupes internationaux français, mais aussi d'entrepreneurs français qui viennent s'installer à Los Angeles ou à New York, parce que j'ai également un bureau à New York. Les Français entrepreneurs ne comprennent pas au début la nécessité et l'importance du rôle de l'avocat. Après quelques mois, ils le comprennent. Ils le comprennent très vite. Nicolas, un complément ou sur le rôle de l'avocat ou la partie visa? Non, une chose est sûre, c'est que Los Angeles nous semble être une ville quasi cousine. En tout cas, on pense avoir les clés globalement quand on arrive et on peut tomber dans cette difficulté qui est de penser qu'on sait faire. En définitive, il faut être relativement prudent. Il y a plein de choses qui sont réellement très très différentes, que ça soit effectivement de chercher un local pour son business, que ça soit effectivement de passer sous les fourches codines de l'immigration. Il y a beaucoup de choses qui sont des choses qui peuvent être des pièges et des pièges qui peuvent être particulièrement lourds de conséquences si on n'y prête pas garde. Il y a des gens dont c'est le métier, qui ont cette expertise, qui au-delà de l'application stricte des textes, ont aussi une expérience et qui sont capables de juger de la qualité de votre dossier, de savoir s'il est plaidable ou pas, savoir si... De vous aider, de vous guider dans cette démarche. Et c'est clé. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut s'appuyer. Il faut être à un moment simplement relativement humble en reconnaissant qu'on ne connaît pas le système, qu'on ne connaît pas les règles qui sont applicables à Los Angeles et que d'autres peuvent vous y aider. Philippe Non, l'avocat est indispensable lorsqu'on veut s'installer aux Cynthia, c'est justement des choses que vous pouvez accompagner en tant que présidente de l'UFE. Nous les guidons justement vers ces experts, donc vers les avocats, vers les comptables, les conseillers financiers, etc. Je vous laisse ma carte alors. Tout à fait, avec plaisir, j'allais vous la demander justement. Mais c'est les 24 heures chrono, c'est un grand réseau pour les entrepreneurs français. Alors, je vous propose une petite page de pub et on revient dans quelques instants sur le plateau. De retour sur le plateau de 24 heures chrono de l'International pour Los Angeles. Et bien évidemment, vous pouvez tweeter à tout moment sur hashtag 24H chrono TV. C'est écrit juste en dessous de moi. Alors, Ariel, justement, on est dans une démarche, on parlait des conseils, et vous êtes conseiller du commerce extérieur de la France pour LA. Voilà, vous pouvez nous en dire un mot? Les conseils économiques sont un groupe d'entrepreneurs français ou de dirigeants français installés à Los Angeles. Il y en a un peu partout dans le monde, mais moi je fais partie de la section de Los Angeles. Et ils sont là pour aider pour faciliter le business. Pour faciliter le business entre compagnies américaines et la France, et entre les entrepreneurs français qui voudraient venir s'installer en Californie. C'est un peu le pendant de l'UFE sur la partie business. La partie business, c'est un groupe composé d'experts, donc il y a quelques avocats, mais je suis le seul avocat en fait du groupe. Mais il y a beaucoup de dirigeants de sociétés, il y a des gens d'expérience, des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui ont dirigé des très gros groupes et qui sont là pour donner des conseils aux gens qui souhaiteraient s'installer à Los Angeles. Du pragmatisme. Complètement.
Alors, quel est le climat économique à Los Angeles et comment... Alors, mon cher Nicolas, vous avez développé cette nouvelle activité il y a environ 2 ans. Pourquoi vous avez fait ce choix à Los Angeles? Pourquoi cette thématique? Vous veniez de l'immobilier, c'est assez étonnant. Qu'est-ce qui vous a justifié tout ça? Alors, c'est peut-être pas aussi étonnant que ça, dans la mesure où j'ai toujours développé une forme de sensibilité dans... peut-être la compréhension d'un urbanisme ou d'une ville. Et il se trouve qu'il y a un vrai phénomène aujourd'hui à Los Angeles qui est assez exceptionnel aux États-Unis, qui est la renaissance d'un centre-ville historique qui s'appelle Downtown, tel qu'on a l'habitude de le qualifier, qui paradoxalement est totalement ignoré, a été totalement ignoré pendant près de 50 ans, qui avait une réputation sulfureuse. C'était une ville fantôme, une ville dangereuse, l'endroit où par définition il ne fallait pas poser le pied. Et aujourd'hui, ce qui est en définitive le berceau de la ville. C'est là que Los Angeles est né, c'est là que l'architecture se trouve à Los Angeles, c'est là aussi paradoxalement que se trouvent toutes les institutions et les musées. Ce centre-ville est en train aujourd'hui d'exploser, comme peu de centres-villes. Donc le lien avec l'immobilier se fait là. Donc effectivement, il y a une lecture de la ville qui est une lecture, je pense, assez particulière, mais qui est, je pense, pertinente. Et aujourd'hui, il y a un véritable phénomène économique qui est en train de se produire à Downtown. Il se trouve que cette densité, cette architecture, cette ville qu'on a toujours niée à Los Angeles, puisqu'on a cette image d'Épinal pour Los Angeles d'une banlieue à perte de vue, étendue, avec aucune densité, eh bien, il se trouve que là, on a réellement une ville qui a toujours existé, qui est née dans les années, au début du XXe siècle, et particulièrement dans les années 20, et qui aujourd'hui représente un gisement absolument exceptionnel. Alors, sur les secteurs porteurs de déploiement, Ariel, où en sont vos clients? Comment ça se passe? Quels sont les grands secteurs sur lesquels des entrepreneurs français pourraient être intéressés d'investir? Il y a 4 pôles d'activité qui sont porteurs. Il y a l'immobilier, les gens aiment toujours venir investir dans l'immobilier parce qu'il y a des jolis coups à faire dans l'immobilier. Surtout en rénovation. Aujourd'hui. D'accord. Il y a beaucoup de Français qui essayent d'amener le savoir-faire français aux États-Unis, donc notamment tout ce qui est dans la restauration, dans pâtisserie, nos grands savoir-faire. Voilà. Et ça marche très très bien. Et ensuite, Los Angeles est en train de rattraper la Silicon Valley en tout ce qui concerne la French Tech. Beaucoup d'entrepreneurs français qui sont dans la technologie de pointe s'installent à Los Angeles. Donc il y a la tech, il y a la restauration, l'immobilier, et bien sûr il reste toujours la fashion, parce que les Français sont la fashion. Restent quand même les spécialistes. Et donc il y a énormément d'entrepreneurs français qui viennent ouvrir des filiales de leur compagnie, de leur marque française, ou lancer des marques aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, pour s'installer, la French Touch est quand même fort intéressante à LA. Avec un bémol qui est ce que Nicolas dit tout à l'heure, d'être conscient du fait qu'on n'est pas en France et que même si un Américain et un Français c'est très proche, il y a des grandes différences culturelles qui subsistent. On est d'accord. On va aller voir Julien Jorda, donc chef d'entreprise à LA. Et est-ce facile de trouver un local? Quels sont les prix pratiqués et les lieux de prédilection pour l'activité de sa société? Bonjour tout le monde. Alors, la réponse à la question est-ce que c'est facile de trouver un local ici sur Los Angeles en tant qu'entreprise? Je dirais que oui et non, dans le sens où il y a eu une explosion immobilière récemment qui fait que les prix ont dépassé largement les prix pratiqués avant la crise immobilière de 2008. Et donc la plupart des startups se tournent vers des solutions de travail collaboratif, des coworking spaces, qui est beaucoup plus flexible comme offre, où on va pouvoir venir travailler quelques jours, avoir accès à un bureau dédié ou simplement louer une salle de conférence selon nos besoins. Donc c'est beaucoup plus à la carte. Concernant l'endroit où trouver ces locaux, eh bien, je dirais que c'est lié au domaine d'activité de l'entreprise. Si on est plutôt axé entertainment et cinéma, on ira plutôt sur Hollywood. Si on est plutôt axé mode textile, ce sera Downtown LA. Et pour ce qui est de l'écosystème et de la sphère startup, on se concentrera plutôt sur la côte, Santa Monica et Venice Beach, qu'on appelle humblement la Silicon Beach. Une réaction sur l'installation dans LA? L'installation dans LA, au niveau des locaux, c'est comme pour les avocats. Si on est entouré de bons conseils, de bons agents immobiliers, il n'y a pas de problème en général. Il y a pas mal de Français, il y a quelques Français qui sont agents immobiliers et qui sont très très bons dans leur domaine. On va se retourner vers l'expert de l'immobilier, même si c'est en France.
Non, il faut savoir qu'il y a un parc disponible qui est important. Ça veut dire qu'on peut réellement trouver beaucoup d'options et on est en situation de choix. C'est important, ce traditionnel équilibre offre-demande est quelque chose qui n'est pas malsain aujourd'hui à Los Angeles. Par ailleurs, il y a une possibilité, une énorme possibilité, qui est de choisir des zones qui sont très très différentes et on peut s'implanter à juste titre et avec pertinence dans des zones assez différentes les unes des autres. Je voudrais juste pointer une chose qui est aujourd'hui un phénomène assez particulier et propre à Los Angeles, c'est qu'aujourd'hui on est véritablement sur une ville qui est une ville carrefour entre deux populations ou deux communautés qui investissent lourdement et qui aujourd'hui représentent une réalité économique énorme à Los Angeles, qui sont d'un côté tous les gens de la côte Est qui viennent parce qu'ils sont attirés par une sorte de mode de vie, mais aussi une vraie ville économique, et donc une réalité économique, et de l'autre côté tout le monde de l'Asie, avec la Chine, la Corée et les Japonais qui investissent. C'est la porte d'entrée aux États-Unis pour toute la communauté asiatique. On se retrouve aujourd'hui avec des investissements massifs en matière d'immobilier entre ces deux populations. On le voit particulièrement sur Downtown, où des immeubles entiers sont aujourd'hui achetés par des fonds qui sont des fonds new-yorkais ou des fonds qui sont des fonds asiatiques. Et on est là sur un enjeu en termes d'investissement qui est colossal et quasi unique aux États-Unis. Très bien, merci mon cher Nicolas. Alors, va avoir une petite page de pub et on revient immédiatement sur le plateau. De retour sur le plateau de TV5 Monde pour Los Angeles et n'oubliez pas d'intervenir sur Twitter, #24HChronoTV. Alors, maintenant, on a vu beaucoup de choses sur LA. Maintenant, quelle structure choisir? Alors, à LA, mais bien évidemment aux États-Unis de manière générique. Donc, vous parlez au niveau juridique? Juridique. Ok. Donc, c'est en fait, il y a principalement deux types de sociétés qui vont être utilisées par les entrepreneurs ou les investisseurs étrangers ou les gens qui souhaitent s'installer à Los Angeles. C'est ce qu'on appelle d'un côté la corporation, qui est l'équivalent d'une société anonyme, plus ou moins, et les Limited Liability Company, qui sont les équivalents des SARL. Donc après, faut bien sûr être accompagné par un fiscaliste ou un expert comptable, parce que les impositions sont un peu différentes pour les deux sociétés. Chacune a ses avantages et ses inconvénients, et encore une fois, c'est comme pour les visas, c'est du cas par cas. C'est du cas par cas, tout à fait. Et pour votre part, vous étiez bien évidemment très bien accompagné par un excellent avocat qui n'est pas notre ami. Alors oui, j'ai peine à le dire, mais effectivement, il y a d'autres bons professionnels, ceux du plateau. Non, effectivement, on a eu beaucoup de chance par rapport à ça, aussi bien dans le rôle du broker, c'est-à-dire ce fameux agent immobilier qui va vous guider dans une ville qui au début est un peu déroutante, et effectivement dans l'accompagnement, aussi bien en termes d'immigration que d'expertise comptable. Alors, justement, maintenant, parlons un peu de LA, mais en tant que management, en tant que relation, en tant que démarche business, en tant que communication. En ce moment, l'actualité française est un peu tournée vers les actrices américaines, puisqu'on a eu la visite de Pamela Anderson il y a quelques jours. Et justement, ce que je voudrais savoir, c'est comment ça se passe, les relations dans le business. Alors, les relations dans le business sont très, très différentes des relations en France.
Moi, j'ai la même secrétaire depuis 6 ans à peu près. Je suis jamais allé déjeuner avec elle. D'accord. Alors que bon, j'ai jamais travaillé en France, mais je sais que mes amis qui sont avocats en France vont régulièrement déjeuner avec leur secrétaire. Les gens n'interagissent pas de la même façon qu'en France. On évite tous les sujets politiques au travail. On évite bien sûr les blagues à connotation sexuelle. Les gens gardent leur distance de façon générale. Ils discutent de banalités et tentent de garder des distances entre ce qui est la sphère privée et la sphère professionnelle. On a toujours un avocat derrière soi, il faut le savoir, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et effectivement, ça peut être réellement un danger. C'est probablement, j'ai coutume de le dire, et je pense que vous ne m'en voudrez pas, c'est l'un des problèmes aux États-Unis, c'est qu'effectivement, des choses qui peuvent nous paraître anodines et sans conséquences peuvent être particulièrement lourdes à gérer aux États-Unis parce qu'on peut se retrouver avec un procès pour un rien. Et de temps en temps, ça tourne au business. Ça veut dire que certains s'en font véritablement une affaire, enfin des affaires. Et donc ça, il faut l'avoir à l'esprit dans la gestion du personnel. Mais à côté de ça, il y a une vraie facilité. Ça veut dire qu'on le sait. Le code du travail n'a absolument rien à voir avec le code français. On peut partir, on peut embaucher avec une facilité déconcertante. C'est très séduisant pour un entrepreneur, pour un chef d'entreprise, parce qu'effectivement, tout est beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile. Les charges sociales n'ont évidemment rien à voir. Il faut aussi savoir que ça impose une gestion très spécifique puisqu'il y a un turnover qui est absolument phénoménal et que par conséquent... la conséquence... c'est que les gens peuvent ne pas se présenter, peuvent décider de changer d'employeur, peuvent décider d'aller ou de ne pas aller à leur job. Et donc, ça impose une gestion du personnel assez différente. Philippe, une intervention Oui, c'est un des gros problèmes et des gros paradoxes quand les Français arrivent la première fois sur place, c'est que les relations dans l'entreprise sont super friendly, comme on dit là-bas. Les gens s'appellent par leur prénom très très rapidement, sont très souriants et il faut vite quand même savoir qu'il y a des barrières. Ça va s'arrêter là. Et il ne faut pas aller plus loin. Oui, Ariel. Je vais rajouter, en fait, moi, rebondir sur ce que Nicolas a dit. J'ai fait beaucoup de droit du travail au début de ma carrière. Je gère encore des dossiers de droit du travail. Et mon analyse, elle est différente parce que je la vis tous les jours. C'est vrai que la Californie, c'est un at-will state. Ça veut dire que la relation de travail peut être terminée avec ou sans raison, aussi bien par l'employeur que par le salarié. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie flexibilité dans la relation du travail. L'économie a été mauvaise pendant des années. Elle n'est pas aussi bonne qu'on essaie de le faire croire encore en ce moment. C'est très très soft. Ce qui se passe, c'est que quand on vire les gens aux États-Unis ou qu'on les licencie, pas comme en France, il n'y a pas besoin de les convier à un entretien préalable et ce genre de choses, mais il y a un coût qui est associé intrinsèque au départ. Au fait d'avoir de la flexibilité, c'est que l'employé qui va se faire licencier va aller voir un avocat, parce qu'il y a des avocats qui sont dans le business d'attaquer en justice leur employeur pour n'importe quelle raison. Et donc il y a beaucoup de procès pour harcèlement sexuel, discrimination, des choses qu'on... On est dans une logique juridique, forcément. Voilà, exactement. Ou non-respect, ou non-respect d'ailleurs de la législation qui est en train d'évoluer. Il faut savoir que la Californie est assez en avance dans le salaire minimum et dans les règles, je dirais, sociales. C'est un État qui réglemente davantage que d'autres États américains. C'est l'État le pire pour les employeurs. D'accord. Alors, on va justement aller interroger Samuel Loy sur comment fait-on du business avec les Américains, quels sont les codes. Bonjour Paris. Comment fait-on du business avec les Américains? C'est une très bonne question. Pas du tout de la même manière dont on le ferait avec les Français. Ça serait ma première réponse. Les Américains sont pas tous les mêmes, bien entendu, mais ici on est là pour parler de Los Angeles. Et Los Angeles, je dirais, les Américains présents à Los Angeles représentent le summum du stéréotype qu'on se ferait en France des Américains. Ça veut dire qu'ils sont très décomplexés. Ils sont décomplexés au niveau de l'argent. Les gens parlent d'argent de manière très ouverte. Ils vous diront combien ils gagnent, ils vous diront combien ils investissent, ils vous diront combien ils dépensent, combien leur a coûté leur voiture ou leur maison. Et ça se fait de manière complètement décomplexée. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à ça. Les gens aiment entendre de votre réussite. C'est quelque chose. Aiment vous écouter et aiment savoir que vous réussissez. C'est quelque chose qui est assez présent à Los Angeles. Ça veut dire que si vous montez un business demain, vous allez avoir énormément de personnes qui vont vous rencontrer, qui vont être intéressées, et vous allez générer énormément d'intérêt pour ce que vous faites, tout simplement. Et les gens vous demanderont comment vous gagnez de l'argent, combien vous en gagnez, et c'est une question très courante, qui n'est pas du tout tabou à Los Angeles, quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez. Merci Samuel. Alors, une réaction, Nicolas?
Oui, on a une vision qui est une vision excessivement positive. Ça veut dire qu'on se dit que si notre voisin fait du business, gagne de l'argent, il n'y a pas de raison pour que nous également... Ce soit pas notre cas. On n'en profite pas en travaillant avec lui, en lui amenant du business. Et il y a cette notion de win-win qui est quelque chose de clé dans leur culture et dans leur manière de voir le business. Ça, c'est quelque chose qui est assez déroutant au départ parce que il y a un afflux de gens qui s'intéressent à ce que vous faites, qui réellement vous suivent et vous supportent. Et on se dit, mais il y a des arrière-pensées, il y a quelque chose. On raisonne de manière très française. Et je dirais qu'est-ce qu'il va me faire? Qu'est-ce qu'il me veut? On se dit, mais où est le piège? Il y a forcément quelque chose à un moment qui va nous tomber dessus. Et en définitive, non, on se rend compte que c'est assez vertueux et que c'est pas du tout ni une mauvaise intention, mais que c'est simplement l'idée de faire du business ensemble et d'aller plus loin ensemble. Et ça, c'est quelque chose... Et de réussir ensemble. C'est assez fascinant et c'est très, très motivant. Philippe? Non, je rejoins parfaitement ce qui se dit là. C'est pour ça d'ailleurs que Los Angeles et les États-Unis en règle générale restent une destination de prédilection pour beaucoup de Français, mais pour beaucoup d'expatriés dans le monde entier. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets que nous voulions aborder sur Los Angeles. Je pense qu'on a tous envie d'y aller et d'y investir et d'y emmener nos entreprises. Je vous propose pour notre part de nous suivre dans quelques instants pour Mexico, pour la 24e heure de direct depuis le début de ces 24 heures chrono. À tout de suite. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde.